sommaire de votre Toute une histoire aujourd'hui, nos 4 invités vont nous parler de la lutte qu'ils ont dû mener contre leur addiction. Je ne pouvais pas me passer de mon téléphone portable. C'était tout le temps, toute la journée. Je ne l'éteignais même pas la nuit. Je suis partie au supermarché faire mes courses. Je me suis aperçue au bout de quelques kilomètres que j'avais oublié mon portable. J'ai fait demi-tour en voiture alors que j'en avais absolument pas besoin. Je suis tombé dans la pornographie à l'âge de 11 ans. Il y a eu un mélange de dégoût et de fascination. Ça a pourri, ça a pourri mon enfance, mon adolescence. L'image de la femme est devenue celle d'un objet sexuel. Quelle place occupe le sport dans votre vie? 90-92% de mon temps, quoi. C'était du matin 8h jusqu'au soir 22h. Des addictions dont on parle encore trop peu aujourd'hui. Ce sont des addictions qui portent des noms. Sabine, dépendante de votre téléphone portable, ça s'appelle la nomophobie. Philippe, c'est l'addiction sexuelle. Pascal, a priori, ce serait une bigorexie. C'est ce côté, on va dire, excessif dans l'exercice physique, en fait. Le docteur Carilla sera aux côtés de Sophie Davant pour faire le point sur tout ça. Le smartphone, c'est un cordon ombilical. Hein. Et quand on arrache le cordon, il y a des trucs qui déraillent, quoi. On devient addict quand on souffre et on utilise un objet pour ne pas souffrir. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Je vous retrouve cet après-midi en compagnie de Laurent Carilla, notre psychiatre. Bonjour. Ensemble, nous allons parler d'addiction, mais pas n'importe lesquelles. Celles dont on parle peu, qui semblent anodines, mais qui peuvent prendre en otage notre quotidien. Sabine, avec Jean-Marc, votre compagnon, vous formez un couple dans la vie et au travail. Et vous êtes venu aujourd'hui pour nous parler d'une dépendance un peu particulière. De quoi s'agit-il? Alors, en effet, je ne pouvais pas me passer de mon téléphone portable. Ça prenait quelle proportion? Ça devenait, c'était tout le temps, toute la journée. Je ne l'éteignais même pas la nuit. Je suis une passionnée d'équitation, je l'avais même à cheval en permanence avec moi. J'étais capable de répondre en plein galop pour voir qui cherchait à me joindre. Donc c'est très dangereux. Tout à fait. Et votre conjoint aussi? Alors non, lui, c'est plutôt Internet et les mails. Ah, donc c'est pareil, il n'arrive pas à décrocher. Enfin, il n'arrivait pas jusqu'à maintenant. Alors, vous parlez à l'imparfait, ça veut dire que vous en êtes sortis tous les deux? Voilà, tout à fait. Ça a commencé à poser quelques problèmes dans notre couple à un moment donné. Enfin, surtout, Jean-Marc m'a fait prendre conscience que même quand on était en pleine discussion, si mon portable sonnait, j'avais tendance à répondre. Et donc, oui, nous avons fait un séjour. Enfin, c'est un digital detox, ils appellent ça. Ça existe, donc. Voilà. Tout à fait. Une cure de désintoxication de portable. Jean-Marc, votre compagnon, est en coulisses, il nous rejoindra tout à l'heure. Philippe, bonjour. Bonjour. Philippe. Alors, d'abord, c'est courageux d'être là aujourd'hui, puisque c'est pas évident de venir livrer ce dont vous allez nous parler. Vous étiez accro à quoi, vous? Je suis tombé dans la pornographie à l'âge de 11 ans. Qu'est-ce que vous appelez la pornographie? La pornographie, c'était des revues pornographiques. Un de mes petits copains du village m'a montré, m'a fait voir. Ça a cassé mon innocence d'enfant et puis ça a fait que ces images ont obsédé mes pensées. Puis donc vous allez, là encore, vous parler au passé. Donc vous allez nous expliquer que vous avez une prise de conscience et vous allez nous raconter comment vous en êtes sorti. Et vous, Pascal, bonjour. Bonjour. De quelle addiction êtes-vous venu nous parler aujourd'hui? L'addiction au sport. Quelle place occupe le sport dans votre vie? Alors, un petit peu moins maintenant, mais pendant longtemps, 90-92% de mon temps, quoi. Ah oui? Tout le temps. D'accord. Quel genre de sport? Alors, quand j'étais plus jeune, le judo, à haut niveau. Et puis, j'ai découvert le triathlon il y a 22 ou 23 ans. Et je me suis lancé à corps perdu là-dedans, avec un rêve que j'ai atteint par la suite. Donc, le triathlon, c'est vélo, piscine? Natation, vélo et course à pied. Pas piscine, natation, parce qu'on ne fait pas parce que c'est souvent en eau libre, ouais. Est-ce qu'on peut, dans ce type d'addiction, parler de drogue? Oui, c'est un équivalent.
ces addictions comportementales, c'est des addictions sans drogue, mais avec des mécanismes, si vous voulez, similaires dans le cerveau et dans le fonctionnement, en fait. Les gens, au lieu de se droguer avec des substances, ils se droguent avec leur smartphone, ils se droguent avec le sexe, ou ils se droguent avec le sport. Ça veut dire qu'on peut devenir accro à tout et n'importe quoi? Non, on devient addict quand on souffre, et on utilise un objet pour ne pas souffrir, en fait. Donc, dans ces cas de comportement, on utilise le sexe pour ne pas souffrir, on utilise le sport pour ne pas souffrir, et ça pourrait être aussi les jeux vidéo, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on parle moins de ce genre d'addiction? Alors, on n'en parle pas moins. Là, maintenant, avec notre société qui est très speed, très addictogène, ça a quand même émergé. Et Internet a fait exploser les choses, hein, globalement. Pour le sexe, moi, je vois beaucoup de patients addicts au sexe. J'ai des patients qui restent sur les sites porno 24, 48, 72 heures à se masturber et à regarder des images. Donc Internet vraiment fait exploser le truc. Pour le sport c'est quelque chose de bien, on ne va pas le diaboliser. Le sexe, c'est quelque chose de bien, on ne va pas diaboliser. Mais quand ça devient excessif, sans contrôle, c'est là que c'est addictif. Sabine, vous nous disiez à l'instant que vous étiez devenue dépendante de votre téléphone portable. Comment ça a commencé pour vous? Alors j'ai toujours été une accro au téléphone depuis que je suis gamine. Voilà, j'ai toujours aimé le téléphone, être en lien avec les autres, avec mes copines à l'époque quand j'étais petite. Après, j'ai fait partie des premières personnes qui ont eu un téléphone portable il y a à peu près 25 ans. Et voilà, je trouvais que c'était absolument un instrument magique. De où que l'on soit, on pouvait téléphoner. Alors, il y avait énormément de coupures de réseau à l'époque. Il faut remarquer qu'aujourd'hui, ça marche encore mieux. Mais je trouvais ça quand même fantastique. Ouais. Enfin, je trouvais ça quand même fantastique de faire, d'appuyer sur des touches et de pouvoir parler. Il tenait quelle place dans votre vie? Ben, je l'avais tout le temps avec moi. Je fais partie des gens qui ne perdent jamais leur portable, c'est-à-dire que je sais toujours où il est. Il y a des gens, ils répondent jamais au téléphone parce qu'ils ne savent pas où il est, ils ne l'entendent même pas. Moi, il était constamment branché avec la sonnerie au plus fort et que je puisse répondre très rapidement. Qu'est-ce qui se passe si vous sortez de chez vous sans votre portable? Ben, ça m'est arrivé une fois. Enfin, oui, c'est vraiment là où j'ai aussi eu une prise de conscience. Je suis partie au supermarché faire mes courses et je me suis aperçue au bout de quelques kilomètres que j'avais oublié mon portable. J'ai fait demi-tour en voiture pour aller chercher mon portable, alors que j'en avais absolument pas besoin. Vraiment, il n'y avait aucune utilité d'avoir mon téléphone portable. C'était juste impossible pour moi, d'être injoignable. Ah, mais je vous assure, j'ai fait demi-tour. Voilà. Et en voiture? Alors en voiture, je l'ai fait. Un conducteur qui ne l'avouerait pas. Alors maintenant, aujourd'hui, avec les infractions que ça représente, j'ai arrêté. Mais voilà, j'ai aussi frôlé la barrière d'autoroute en voulant répondre, en voulant composer un numéro ou en voulant répondre à un texto. Ça m'est arrivé et les spots de publicité sur le sujet sont assez bien faits d'ailleurs, hein, pour dégoûter du portable à la radio, dans la voiture, pardon. À partir de quel moment on peut décréter qu'on est addict? Quand on ne peut pas s'empêcher de le faire, quand on perd contrôle, quand on se met en danger et qu'on sait qu'il y a un danger et qu'on continue malgré ça. Là, c'est la vraie techno-angoisse de séparation, là, de faire le demi-tour. C'est comme un cordon ombilical, le portable, en fait. Mais on est connecté, quoi. C'est un e-cordon, quoi. Et là, on perd le cordon et on est perdu. Il y a une étude qui montre un truc assez marrant, je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui sont addictes à leur portable. Hein, si on fait un petit sondage. Oui, il faudrait faire un petit sondage. Mais il y a un truc intéressant à faire. Vous mettez votre portable 4 heures, vous travaillez, vous mettez votre portable 4 heures, vous le laissez sonner, vous le laissez texter, vous laissez les messages arriver, vous répondez pas, et vous mesurez votre pouls. Vous allez voir que vous avez votre cœur qui va commencer à battre sans pouvoir répondre. Vous dites je réponds pas, le cœur va battre, la tension artérielle va monter, et il y a des petites gouttes de sueur qui vont perler. Ah bon? Ouais. Donc c'est à ça qu'on mesure? C'est des mesures physiques aussi d'un côté addict. Que se passait-il quand il vous est arrivé justement d'être séparé de cet objet? Qu'est-ce que vous éprouviez? Alors, ça m'est arrivé 2 fois, comme toute personne qui a constamment son portable avec soi, en l'occurrence dans la poche arrière du pantalon. En allant aux toilettes une fois, le portable a disparu dans la cuvette des toilettes. Alors là, c'est un gros moment d'angoisse. Je sais que je ne suis pas la seule non plus à qui ça a dû arriver. À qui c'est arrivé? 3. Bon. Donc, alors là, vraiment. Mais, vous l'avez repêché? Oui, immédiatement. Gros moment d'angoisse. J'ai même essayé de le sauver. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Et alors là, je vais l'avouer, 1h30 après, j'étais chez mon opérateur en train d'en racheter un.
pour ne pas rester une soirée complète sans téléphone portable. Parce qu'en plus, quand on n'a plus de portable, on n'est plus lié au monde, mais en plus, je ne connais même pas le numéro de portable de mes enfants par cœur. Ils sont tous dans le répertoire. Donc depuis ce jour-là, j'ai recopié tout mon répertoire sur un répertoire papier. En disant, voilà, sinon on perd tout. Il y a sur votre ordinateur, non? Oui, mais je ne fais pas automatiquement les sauvegardes. Bon. Voilà. Est-ce qu'on vous en faisait la remarque dans votre entourage en vous disant que ce lien était peut-être excessif? Alors mon compagnon, oui, plus d'une fois m'a fait la réflexion de le fait que je n'arrivais pas à déconnecter. Dès que je recevais un appel, on était en pleine discussion et mon portable sonnait beaucoup. Et voilà, et ça causait de plus en plus de problèmes dans notre couple à ce sujet-là. Alors, nous allons maintenant découvrir le travail de Lucas. C'est un jeune étudiant qui s'est penché sur cette addiction au numérique pour un travail scolaire. Il nous a éclairé justement pour la préparation de cette émission. On regarde et on en reparle après. Lucas a 17 ans et est accro aux nouvelles technologies comme toute sa génération. Il s'est lancé un défi, ne pas utiliser ni Internet ni téléphone pendant 1 mois. Il a décidé de se filmer au quotidien durant toute l'expérience. Voilà, donc je suis à Genève et je vais déposer la manette avec mon ordinateur et mon iPhone dans le coffre d'une banque jusqu'au 17 décembre prochain. Ils ont fait le break. Ils ont fait le break à 6-5. Dis-moi papa, dis-moi ce qui se passe. Dis-moi. Hein. Ah là, 15-40 sur le service des Français. Donc là en fait j'ai loupé mon bus et j'ai aucune idée comment rentrer chez moi. Donc c'est un peu l'aventure, il faut que je demande aux gens, mais c'est bien. Ce serait trop simple de juste regarder un itinéraire sur le site. Hein. Oh, la tentation. J'ai l'impression de devenir fou en fait. J'ai vraiment l'impression de devenir fou parce que ça m'arrive de passer des heures dans mon lit à juste fixer mes posters, parce que j'en ai beaucoup. Et je commence à connaître le nom et les images de chaque poster par cœur. Je sais pas. Et voilà, donc on est le 17 décembre 2014. Enfin, c'est le jour J pour moi. Je suis extrêmement content d'avoir fait ma Internet Detox. Lucas est avec nous. Bonjour Lucas. Vous avez 18 ans, vous avez fait cette expérience l'année dernière. Vous dites que vous étiez très content de l'avoir faite, cette expérience. Qu'est-ce que vous avez découvert pendant ce mois d'abstinence? Alors ouais, j'étais très content de la faire, premièrement parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi. Donc moi je parle au nom d'une génération qui est quand même ultra connectée, pas forcément addict mais très connectée, et quand on l'est pas, quand on est le seul qui l'est pas, c'est vrai que c'est assez dur des fois, comme on peut le voir, et j'avais un peu peur toujours de louper des événements, c'est sûr, hein, tout s'organise maintenant sur les réseaux sociaux par messagerie, et du coup c'est un peu ce FOMO comme on appelle ça, c'est the fear of missing out, ouais, enfin voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut... Et vous en avez manqué des événements? Alors non, parce que j'ai trouvé des tactiques, parce qu'on peut vraiment parler de tactiques. J'ai dû m'organiser différemment avec mes amis, voilà, dire on se retrouve là, on se retrouve à telle heure, mais ça s'est très bien passé, oui. Oui, c'est très bien passé. Quels effets bénéfiques en avez-vous retirés? Alors, notamment scolairement, j'avais jamais vraiment eu de problème à l'école, mais je dois dire que pendant ce mois, et un peu après, j'ai vraiment eu une évolution, vraiment une très bonne évolution dans mes notes. Est-ce que vous étiez plus concentré? Alors, j'étais pas plus concentré, mais j'avais beaucoup plus de temps pour apprendre. Ouais. Typiquement, ça m'arrivait de réviser mes vocabulaires d'anglais 3 semaines en avance, quelque chose que je faisais vraiment jamais avant. J'avais rien à faire, donc pourquoi pas étudier au final? Mais ce qui me fascine toujours, moi, c'est que je me demande comment on peut se concentrer avec un ordinateur, la télé allumée, le portable et un livre devant, quoi. J'ai jamais compris. C'est toujours que le cerveau doit s'adapter. Ouais, non, mais ça s'adapte, le cerveau s'adapte, mais aussi ça parasite. Hein.
dire, toutes les images, quand on est hyper connecté, ça parasite les choses. Et il le dit bien. Il apprenait mieux et plus vite. Est-ce que depuis, vous avez réduit votre consommation de portable? Alors, il y a une période où j'avais vraiment conscience de ça et c'est sûr que là, j'ai vraiment fait attention. Après, je pense pas que j'abuse de toutes ces technologies, mais je les utilise pour leur côté utile, comme la plupart des gens dans ma génération et même dans d'autres générations aussi. Mais je pense que si vraiment je devais avoir des études qui me prenaient vraiment beaucoup de temps et que ça soit un frein, comme je l'ai vu dans la vidéo, c'est le premier truc que je couperais, je pense. C'est sûr que je réduirais ça parce que je me suis prouvé à moi-même que ça me prenait du temps que j'ai pas sinon, quoi. Ouais. Une réaction de Laurent? On voit ce que fait Lucas, c'est il a une prise de conscience des choses, donc il n'est pas dans ce côté addictif, on va dire pathologique en fait. Il décrit très bien en plus sa génération et d'autres générations, je veux dire, il y en a qui sont très très connectés, sans être malades. Et parmi tous les connectés, il y a un petit nombre de gens qui en sont malades, en fait, qui ne peuvent pas décrocher, qui perdent contrôle et toute leur vie est centrée autour de ça. Donc c'est bien, c'est bien. De quoi il est le plus facile de se passer? Je redoute la réponse. De télévision, Non, portable ou d'Internet, de l'ordinateur? Ça dépendra vraiment de la personne. Moi, je regarde pas beaucoup de films, des choses comme ça, donc ça m'a pas plus manqué que ça. Après, le plus dur, c'était évidemment le portable pour la messagerie, et vraiment le plus dur, c'était la musique. Ouais. La musique? Oui, j'utilisais vraiment, j'avais plus rien pour écouter de la musique, je me suis acheté un lecteur de CD portable, mais c'était assez répétitif, parce que c'est toujours le même CD. Et... Non, c'est sûr que ça, vraiment, c'était le plus dur, je pense, la musique et la messagerie, ouais. Philippe, vous avez souffert d'une forme d'addiction au sexe. Donc je disais que c'était courageux de venir en parler sur un plateau de télé. Donc vous étiez très jeune, hein. Vous aviez 11 ans, 11 ans, ça a commencé, donc par des livres porno, et puis c'est allé plus loin. C'est allé plus loin, ça fait 30 ans que cette addiction est réglée pour moi. Donc Ouais. le courage est moindre Ouais. après 30 ans. Mais oui, alors c'est allé plus loin. J'ai eu la chance de naître à une époque où il n'y avait pas Internet. Ouais. Parce que si j'étais né à cette époque-là, j'aurais fait partie de la catégorie que vous citiez tout à l'heure, de gens qui peuvent passer jusqu'à des jours entiers devant des films pornographiques. Donc je sais, j'avais cette obsession-là. Mon innocence d'enfant a été massacrée. Donc voilà, après ça m'a conditionné à avoir besoin de ces images. Ça a pourri, ça a pourri mon enfance, mon adolescence. Et il y a tout le côté pervers de la pornographie. Aujourd'hui, pour moi, la pornographie, j'appelle c'est une mascarade perverse parce que dans laquelle tout le monde est perdant. Finalement. Pourquoi ça a pourri votre adolescence? Parce que du coup la femme est devenue un objet. L'image de la femme, alors que j'avais pas d'image de la femme avant cela, l'image de la femme est devenue celle d'un objet sexuel. Un objet de désir sexuel qui se résume à une paire de seins, une paire de fesses, quoi. Donc ça, voilà, ça m'a complètement faussé l'image de la sexualité. Et il y a surtout l'exposition précoce aux images. On sait que plus on est exposé précocement à des images à caractère pornographique, plus on va avoir une image faussée des choses, on va avoir une image faussée du rapport sexuel, de la femme. Il y a aussi après, il y a d'autres types de films pornographiques. Je veux dire, faire attention. Et puis, plus les enfants sont exposés tôt, plus il y a des risques. Et c'est encore une fois, tout le monde ne va pas basculer dans une addiction. Il y a une minorité qui risque de basculer, avec les garçons un peu plus touchés que les filles. Et les filles regardent aussi du porno. Et alors, après, ça se traduit par quoi? Ce qui se passe, c'est que quelqu'un c'est pas le fait d'avoir vu que des images porno très tôt. Il y a d'autres facteurs qui jouent dans les addictions. C'est un truc très global. On a un caractère addictif ou pas. Enfin, c'est très schématique ce que je dis. Mais les personnes qui sont exposées comme ça précocement, tout doucement, ils vont chercher des filles. Enfin, ça dépend des générations. Si on prend la génération actuelle, c'est le smartphone, les sites porno sur le smartphone, l'accès illimité à des images X, il y en a partout, on peut voir tout ce qu'on veut.
Les jeunes savent contourner le contrôle parental, donc ça marche, mais ça marche pas à fond, et on en voit partout, quoi. Mais ça débouche sur quoi? On se défonce au cul, en fait. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'après, on a un problème avec le réel, avec la réalité, Alors, avec... Oui, il y a des interactions, par exemple, sur la vie de couple, il peut y avoir des interactions. Bien sûr. Je prends des exemples de patients, ils sont moins performants avec leur partenaire, parce qu'ils voient du porno toute la journée, ils se masturbent toute la journée, ou bien ils vont voir des escortes, etc., etc. Donc il y a moins de performance, il y a moins d'envie, il y a moins d'amour, et il y a plus d'excitation pour certains avec des images pornographiques qu'avec une femme lors d'un rapport. Et après, ça va fausser complètement votre relation intime, parce que ça va se limiter à ça. La sexualité va se limiter au côté animal, au côté bestial quelque part, parce que dans la pornographie, on a beaucoup de bestialité aujourd'hui, et on va passer à côté du meilleur. La sexualité, c'est le truc le plus fou que la vie nous ait donné, donc on va se faire voler ça. Vous avez beaucoup de patients qui souffrent de ce genre d'addiction? Ah oui, j'en ai vu des centaines. Ah bon? Ouais, des hommes et des femmes. Hein. Il y a plus d'hommes que de femmes, mais le problème chez les femmes, c'est qu'on a l'impression qu'on est 60 ans en arrière avec le problème d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a vachement de culpabilité, de honte à venir consulter, mais maintenant elles viennent spontanément consulter pour des problèmes d'addiction sexuelle comme les hommes, à la pornographie, aux partenaires multiples. Il y a beaucoup de virtuels avec les femmes. C'est-à-dire qu'elles utilisent beaucoup les webcams, même certaines se font monnayer, et elles utilisent les réseaux sociaux de manière indirecte pour chasser moi j'appelle ça les proies, hommes ou femmes, elles chassent leurs partenaires via Internet. Et je pense que vous ne touchez qu'à la partie visible de l'iceberg, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai pas mal de contacts avec des gens qui sont pris là-dedans et qui ne consultent pas. Ouais. Et ils se dépatouillent comme ils peuvent. Mais alors, quand on souffre de ce genre d'addiction, si jamais, par exemple, on a une petite amie et qu'on peut passer à l'acte, est-ce que ça peut vous libérer de cette addiction? Non. Non. Non? Non, les addicts, les sex-addicts, ils vivent, la plupart sont en couple, et ils ont des très belles femmes aussi. Ils vivent en couple, très belles femmes, tout ce que vous voulez, mais non, c'est-à-dire, on appelle ça une deuxième vie. Ils ont une deuxième vie, une vie cachée en fait. Et cette vie cachée, c'est une vie cachée sexuelle, quoi. Il y a un très beau film sur ça, c'est Shame, où on voit bien la deuxième vie de l'acteur principal. Ils ont de très belles femmes, vous dites en général? Ouais, la plupart du temps. Ouais. Moi, je reçois toujours, en troisième consultation, je vois toujours le conjoint ou la conjointe, ça dépend de l'orientation sexuelle. Et pour avoir un peu la géographie de leur histoire de couple, leur histoire sexuelle, et souvent, je vois des très belles femmes arriver avec leur mari. Et pourquoi, en général, ce sont de très belles Alors ça, j'en ai aucune idée, je cherche une explication. Vous avez développé une autre addiction aussi, une addiction à la vitesse. Oui, alors ça vient très probablement voilà, ce mal-être intérieur qui provient lui aussi, à 6 ans, je suis devenu bègue. Donc ça, voilà, c'était un peu un tout cela, un profond mal-être intérieur, et puis qui s'est compensé avec la vitesse, avec les voitures, et là c'était, là je pense qu'on peut vraiment parler d'addiction parce que c'est quelque chose qui n'était pas maîtrisable, c'est quelque chose qui a fait que j'ai mis la vie de dizaines voire de centaines de personnes en danger. C'est-à-dire vous rouliez jusqu'à combien? Jusqu'aux limites. Si c'était une voiture qui roulait à 200, on tirait à 200. Donc vous cherchiez vraiment à frôler avec la mort? C'était vraiment, c'était jouer à la roulette russe avec sa vie et celle des autres. Ouais. Avec, en ayant été confronté à des accidents de la route, en ayant aidé à sortir des cadavres de voitures accidentées, en ayant perdu plusieurs copains dans des accidents, en ayant des copains qui sont restés très sévèrement handicapés, mais rien ne pouvait freiner ça. Rien. C'est un chercheur de sensations. Ça fait partie, c'est des facteurs de vulnérabilité en fait. En général, quand on est addict à quelque chose, on peut avoir plusieurs addictions derrière? Oui, il peut y avoir plusieurs addictions, mais l'addiction à la vitesse, ça n'existe pas en tant que tel. En fait, c'est un truc un peu déformé, mais ce côté-là, c'est dans sa personnalité, dans son tempérament, cette recherche de sensations fortes. Elle fait partie de facteurs qui jouent un rôle
dans les processus addictifs globaux, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est addict, et dedans, eh ben, il va être aussi chercheur de sensations, il va éviter le danger faiblement, il ne va pas avoir peur du danger. Tous ces trucs de tempérament font partie des facteurs de risque, en fait. Alors, il est tombé là dans la vitesse, il aurait pu tomber dans l'alcool de la même manière? Il aurait pu dériver sur d'autres trucs à sensation, malheureusement à plus haut risque encore. C'est prendre de la cocaïne, s'injecter des drogues, boire de l'alcool et conduire à... Là, je pense pas. Pour mon cas. Pour votre cas, mais on peut dire que certaines personnes peuvent développer d'autres types d'addictions. Voilà. Bien sûr, je comprends. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, ils peuvent développer aussi des dépressions et de l'anxiété. Hein. Ça vous parle, vous, ou vous sentez que c'est une addiction très différente? C'est-à-dire, vous avez eu d'autres types d'addictions? Non. Parce que dans son cas, on n'a pas senti forcément un mal-être. Dans le cas de Philippe, il y a vraiment un mal-être qui est à l'origine de ces addictions. Là, on n'a pas vraiment senti ça. Moi, c'est plus un besoin d'être lié à l'autre. Oui, et il y a des conséquences quand même. Elle a des conséquences où vous êtes sur votre cheval, elle risque sa vie, elle conduit, elle risque aussi d'avoir un accident. Son mari lui fait des reproches. Ces conséquences sociales-là sont des marqueurs il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais c'est vrai que sur le poids addictif, c'est pas la même histoire. Mais si on prend il y a un truc, il y a une base commune, en fait. Laquelle? Tous les deux. Il y a cette perte de contrôle, il y a la perte de temps, et il y a des conséquences. Est-ce que dans le cas de Sabine, c'est lié peut-être à une dépendance affective? Le fait... Il faudrait que je parle avec Sabine en tête-à-tête. Le fait d'avoir besoin d'être en lien tout le temps comme ça. Il y a probablement quelque chose. Oui, encore une fois, le smartphone, c'est un cordon ombilical, psychosocial. C'est-à-dire on est relié à tout le monde, tout le temps, en permanence. Et quand on arrache le cordon, il y a des trucs qui déraillent, quoi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Sophie. Si. Pourquoi vous me parlez de ça en particulier? Pascal, vous aussi, vous êtes accro à l'adrénaline, notamment à celle que peut procurer le sport. Ça a été progressif pour vous? Alors progressif, j'ai commencé le sport, j'avais 7 ou 8 ans. Normalement, comme tous les enfants, quoi. Et rapidement, dès que je suis arrivé au collège, j'avais besoin de faire des choses. Par exemple, mes mercredis, je faisais gymnastique de 8h à 9h, de 8h à 10h, puis volleyball. Je retournais chez moi à vélo, à 8 km de là. Je revenais l'après-midi faire athlétisme. Je rentrais à la maison à vélo. Je retournais le soir au judo pour 2 heures. En fait, voilà, je faisais du sport toute la journée. Et pourquoi vous aviez besoin d'en faire autant? Alors, dans votre famille, on pratiquait beaucoup de sport? Alors, mon papa avait joué en équipe de France de foot, et il a perdu un œil, donc il a été obligé d'arrêter sa carrière. Et donc, oui, peut-être là. Et vous n'avez jamais joué au football, vous? Si, j'ai joué au début un petit peu, mais partager avec les autres sur un terrain, il me manquait quelque chose, quoi. Ouais, moi, j'avais besoin de me dépasser moi. Et sur une équipe, s'il y a 10 branquignoles, il n'y en a qu'un qui joue, quoi. Donc dans les sports individuels, au moins, on est sûr que si on gagne, c'est grâce à soi. Si on perd, c'est grâce à soi aussi, ou à cause de soi. Voilà. À 15 ans, vous étiez ceinture noire de judo, le plus jeune ceinture noire de France. Ouais. C'était quoi votre objectif à l'époque? D'être champion du monde, champion olympique. Vous ne l'avez pas... Si, mais dans une autre discipline. À l'école, vous étiez bon élève? Alors, j'étais pas mauvais élève, mais la seule chose qui m'intéressait, c'était le sport. Donc, je voyais pas l'intérêt d'aller à l'école, quoi. Donc, je glandouillais toute la journée. Je faisais rien. Enfin, je faisais rien. Je faisais le minimum vital. Ouais. Je rentrais chez moi le soir, au lieu de faire mes devoirs, je m'étais fait un petit coin dans la cave, où je faisais des abdominaux, des pompes, du sport, quoi. Du sport à outrance, toujours, quoi. Alors, à 18 ans, vous êtes parti faire votre service militaire dans un bataillon de parachutistes. Ouais. Et votre retour à la vie civile près d'1 an plus tard, vous aviez changé, hein, quand vous êtes... Oui, alors en fait, j'ai fait un peu plus d'1 an, j'ai fait 2 ans pratiquement, et je suis parti 6 mois à Beyrouth à l'époque des attentats, en 82, 83. Et du coup, je suis revenu blessé avec une bonne quinzaine de kilos de trop. Et en rentrant, je me suis dit, il faut vite perdre, on aurait dit un loukoum un peu là. Donc pourquoi vous avez pris des kilos là-bas? J'étais blessé, donc je ne pouvais plus rien faire. Et du coup, quand on fait beaucoup de sport, l'organisme puise dans toutes les réserves qu'il peut avoir. Et comme souvent, on se prive de sucre pour être plus performant.
dès qu'on s'arrête, la première chose qu'on fait, c'est manger du sucre. Et l'organisme, lui, il dit amen, amen. Et tout ce qu'on lui donne, il stocke, quoi. Donc rapidement, j'ai pris beaucoup de poids. Et en sortant de l'armée, je me suis dit, il faut vite, vite, vite perdre tout ça. Et du coup, je passais mes journées à faire du vélo, à courir, à nager, à faire de la muscu, le judo, etc. Donc c'était du matin 8h jusqu'au soir 22h, quoi. Vous vous sentiez addict? À l'époque, à cette époque, on est en 83, 84, on ne parle pas de ce genre de choses, quoi. Il y a pas... Non, on était juste passionnés par le sport. Je veux dire, à côté de ça, je travaillais, j'étais policier à l'époque. Donc je travaillais, je faisais mes 41h20, puisque c'était le quota de l'époque, 41h20 de boulot, plus 30 heures d'entraînement à peu près. J'étais conseiller municipal, ça me prenait un peu de temps. Et les week-ends, je faisais de l'animation, je faisais des sonos, tout ça. Donc j'avais 30 heures d'entraînement, vous entraîniez à quoi? Nager, pédaler, courir. Parce que vous avez découvert une nouvelle discipline à ce moment-là. Oui, tout à fait. Ouais. Le triathlon en 87. C'était une jeune discipline qui arrivait en France. On commençait à voir quelques images à la télé qui n'étaient pas très jojo, on va dire. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est marrant ça. Pour le judo, je cours à pied. Je faisais du cyclisme en compétition. Il n'y a que la natation sur lequel j'étais pas très performant. Alors, c'est quoi le triathlon? Rappelez-nous. Alors, pour monsieur et madame tout le monde, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ça, c'est le basique. Donc, tout le monde peut le faire, quoi. Ça n'a rien d'exceptionnel. Non, mais je veux dire, quelqu'un qui fait un petit peu de sport peut le faire. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et donc, la première année, j'ai fait ces distances-là. Puis la deuxième, ça me paraissait court, donc j'ai tout de suite fait des distances un peu plus longues, puis jusqu'à la distance Ironman, donc ce qu'on appelle l'Ironman. Alors l'Ironman, c'est là qu'est né le triathlon. C'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied, un marathon. Voilà. Donc tout ça... Ça, c'est la référence. On fait tout ça en une journée? Oui, bien sûr, oui. Alors, les meilleurs... Alors, 3 km et demi de natation, vous mettez combien? 51 minutes, mon meilleur temps. Après, 180 km de vélo, c'est à peu près 5 heures. Et puis, un marathon, alors ça dépend des jours, ça peut aller de 3 heures à 4 heures, 5 heures. Ça dépend dans l'état qu'on est en fin de course, quoi. Alors, il y a une semaine où vous avez enchaîné combien d'Ironman? Alors, en fait, donc ça, la distance Ironman, moi, j'ai décidé de faire encore plus. Et pour le Téléthon 90, j'ai donc battu un premier record du monde où j'ai fait 10 heures de natation, 10 heures de vélo, 10 heures de course à pied. Sur les 30 heures du Téléthon, j'ai battu un record du monde, puis un second, puis un troisième. Et en 2000, je me suis présenté au championnat du monde du DK Ironman. Donc là, c'est 38 km de natation, 1800 km de vélo et 423 km de course à pied. Vous êtes super Ironman. Ouais. Ça existe. Et voilà. Et donc, c'est là que j'ai glané mon premier titre de champion du monde. Alors, donc tout ça, ça se fait en combien de temps? Alors, pour moi, 8 jours, 3 heures, 27 minutes, 26 secondes. Alors, combien vous dites? Redites. 38 km de natation, 1800 km de vélo sur un circuit de 2 km. Donc, en fait, on tourne en rond. Et 423 km de course à pied sur le même circuit, mais à l'envers. C'est quoi le plus dur? Pour moi, la course à pied. Parce que j'ai un gabarit assez gaillard de judoka. Et donc, comme ça arrive à la fin, plus on est lourd et plus c'est difficile de traîner. La natation, vous avez mis combien de temps pour faire 30 11 heures. km? 11 heures, 1 minute. Ouais. Vous avez terminé dans quel état? J'ai terminé... En réanimation. Non. Beau vainqueur avec 24 heures d'avance sur le deuxième quand même. Donc, vous étiez combien? Belle victoire. On était 17 au départ. Ouais. Et il y a eu 15 qui ont terminé. Voilà. Et ouais, j'ai fini, disons que la dernière nuit, parce que le but du jeu, c'est de dormir le moins possible, bien sûr. Ah oui, parce qu'on dort quand même. Ah ouais, 1h50 par nuit, enfin pour mon compte, 1h50 par nuit. Et l'avant-dernière nuit et la dernière nuit, j'en étais arrivé, je voyais des dragons dans les arbres. C'est j'avais normal. l'impression de courir avec des Kenyans alors que j'étais tout seul. Je disais à mon coach, j'ai couru à 15 à l'heure. Il me dit, tu rigoles, tu te traînes à 8 à l'heure. Donc ouais, j'étais sur une autre planète. Dans les C'est arbres. normal de voir des dragons dans les arbres. À un moment, Il y en a partout. Ouais, je pense qu'il n'y a pas que des dragons. Il n'y a pas besoin de prendre des trucs à hallucinogènes là. Non, le cerveau hallucine tout seul. Ouais. Non, mais là, c'est un danger de mort, non? Non. Bah non, regardez, est-ce que j'ai l'air il est dans le...
La dernière fois que vous avez fait ça, c'était quand? Le dernier gros truc, c'était il y a 1 an et demi à peu près. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchiez à fuir là en faisant tout ça? Toujours plus? Toujours plus loin, toujours plus vite? Moi, au début, je ne le voyais pas comme quelque chose à fuir. Je le voyais surtout comme aller toujours plus loin. Enfin, toujours tester son corps, voir jusqu'où il est capable d'aller. Parce qu'en fait, le corps, c'est une superbe machine, quoi. Si on sait l'exploiter et l'utiliser, c'est une superbe machine. Mais quand on vieillit, on s'use. On ne vieillit pas. Il n'est pas usé, votre corps? Bah, je sais pas, j'ai 51 ans, j'ai pas l'impression d'être usé et je suis toujours, enfin, je pense être toujours apte à faire des belles performances. Ouais. Ça vous faisait pas envie de rester chez vous, tranquille avec votre femme sur le canapé? Alors ça, sur le canapé... Avec un smartphone? Ouais, alors non. Alors c'est vrai que là, j'ai un petit bout de 2 ans et demi avec qui voilà, j'ai envie de passer du temps. Mais bon... Est-ce que c'est le besoin de fuir votre quotidien qui vous a conduit à cette dépendance? Non, je pense que la dépendance, elle est... Alors après, en ayant réfléchi, en ayant pesé le pour, le contre, je pense que c'était plutôt pour dire à mon père, papa, j'existe. Parce qu'en fait, depuis tout petit, je me suis construit tout seul. Mon père, bien qu'ayant été sportif, ne s'occupait pas de moi, sportivement parlant. Donc tout ce que je faisais, je le faisais tout seul. Je partais en compète, j'avais 12-13 ans, je prenais le train, j'habitais en région parisienne. À 5h du mat, je partais à Coubertin tout seul dans le train, comme un couillon, quoi. Et puis à un moment, bah, on se dit, merde, j'ai un père, mais il fait du sport, mais jamais il vient me voir, quoi. Et puis en fait, il s'est réveillé quand j'ai battu mon premier record du monde, quoi. Et alors par contre, après, il fallait plus dire quoi que ce soit de son fils, mais et moi, je pense que j'avais besoin de ça, quoi. À un moment qu'ils disent, ouais, voilà. Laurent? C'est un facteur, hein, cette quête de reconnaissance. C'est un facteur de risque, mais encore une fois, pour tout le monde, hein, c'est multifactoriel. Chacun a des choses. Il y a son tempérament aussi de chercheur fort de sensations, encore plus fort que vous, encore plus éviteur du danger que vous. Hein. Et il y a quelque chose que je voulais vous demander, c'est, bon, on voit ce phénomène de tolérance, c'est-à-dire vous augmentez à fond les effets pour avoir des effets de shoot, quoi, de plaisir absolu, votre cerveau qui part en live total. Mais c'est pas médical ce que je dis là, mais à part les hallucinations de dragon. Mais il y a un truc que je voulais savoir, c'était, est-ce que quand vous couriez pas, vous étiez en manque, ou quand vous entraîniez pas, vous étiez en manque? Oui, ouais. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de courir grippé, enrhumé Ah oui, même avec des tendinites, avec une fracture, machin. Oui. Très très bien, on a le diagnostic alors. Ah ouais, complet, ouais. Alors, Pascal, au cours de votre parcours de sportif, vous êtes fait quelques fans et l'un d'entre eux a souhaité nous parler de vous aujourd'hui. C'est quelqu'un que vous devriez reconnaître. Chère Sophie, le garçon que vous avez à vos côtés cet après-midi est un extraterrestre. Ce personnage est un personnage qui sort de l'ordinaire. Il faut l'aider. Alors, il a une addiction à ça, mais tous ceux qui font du sport vous diront que même à un petit niveau, il vaut mieux ça que la coke. Bon, lui, c'est son truc. Et il faut l'aider parce que toutes ces manifestations-là demandent un investissement, demandent des sponsors. J'en ai rencontré des gens incroyables. C'est presque plus fort que ce qu'ont fait Armstrong, Fromm, Contador et les autres. Parce que nager, courir, pédaler, tout ça en même temps, il faut vraiment pas seulement avoir un organisme hors norme, un cœur, des reins, un pouls très lent. Il faut un mental exceptionnel. Voilà. Comme dirait Gérard Holz, vive le sport. Pascal, je te salue. Vous l'avez rencontré où? Alors par hasard, en fait, donc après ce premier record du monde pour le Téléthon, là, j'ai un ami qui me dit, écoute, je connais bien Michel, si tu veux, il fait du vélo autour de Longchamp, si tu veux, je te le présente. Donc je me suis rendu avec lui. Tout de suite, ça a collé avec Michel et il m'a dit, écoute, si tu as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas, tu me demandes. Alors bon, moi, j'osais pas trop lui demander, ça reste Michel Drucker. Et puis après, il y a plein de gens qui disent, si tu as besoin, tu me demandes. Et puis on les voit jamais. Et puis un jour, pour monter un gros projet sur Paris,
Ça piétinait un peu. Michel me dit alors, t'en es où? J'ai dit ça avance pas quoi. Et il a téléphoné à la mairie de Paris et le lendemain j'étais reçu. C'est le plus gros carnet d'adresses de France, hein, je pense. Michel Drucker. Ah bah oui. Voilà. Et puis ça s'est débloqué en 3 jours quoi. Bon, en tout cas, c'était sympa de sa part. À quel moment vous avez compris que vous êtes vraiment accro? Alors en fait, j'ai appris que j'étais addict. Un peu par hasard, j'ai un ami journaliste qui un jour m'appelle en me disant « Écoute, Stade 2 veut faire un truc sur l'addiction au sport. Est-ce que tu serais OK pour répondre à leurs questions ?» Mais je dis « Je ne suis pas addict, moi. Mais il me dit « Si, mon vieux, je te connais assez pour te dire que tu es addict. » Ah bon? Alors j'ai cherché sur Internet ce qu'était l'addiction, etc. Et je me suis aperçu que j'étais un peu dans le schéma. Et voilà, donc je l'ai appris comme ça il y a 2 ans et demi, quoi. Est-ce qu'à partir du moment où vous avez obtenu la reconnaissance de votre père, c'est à partir du moment où il a commencé à être fier de vous, à vous suivre, est-ce que là, vous avez un peu baissé le rythme? Non, au contraire, j'ai toujours... en fait, à chaque fois que je finis un exploit, je me dis tiens, je vais faire ça, et quand je l'ai terminé... c'est pas assez, je vais faire un autre truc. Alors, comment vous l'expliquez, Laurent? Parce qu'on pourrait penser que dans la mesure où son père est fier de lui et est présent à ses côtés, ça y est, c'est plus la peine. Non, ça suffit pas, puisqu'il y a ce côté addictif réel. Il court quand il a des tendinites, il court quand il est malade, il augmente les doses, il fait du sport, il fait du sport. Il y a le sport, on va pas le diaboliser, un sport c'est bon pour la santé. Le sport c'est super pour la santé. Le sport, de manière excessive comme ça, il faut tenir le choc. Hein. Je veux dire, et il y a un truc qui fait que, pour lui, c'est une addiction. Alors, on voit pas trop de souffrance quand même, mais je pense qu'il y a une souffrance sur un peu le physique, un peu de temps en temps le mental. Enfin, il y a dû en avoir, en tout cas. Ah oui, le mental, oui, souvent. C'est vrai que, par exemple, quand on prépare, comme disait Michel tout à l'heure, pour monter un projet, il faut trouver des financements. Donc souvent, on bosse longtemps, 6 mois sur un projet, etc. Et 3 semaines avant, on apprend, il n'y a pas le budget, on part pas. Ça veut dire qu'on s'est préparé, on a fait le régime, enfin on a fait hyper attention à sa diététique, on est sec comme un coucou, et finalement tout se casse la gueule, quoi. Faut dire les choses comme elles sont. Et du coup là, moralement, on descend au 25e sous-sol. Mais bon, en 3 jours, on retape au fond et on remonte et c'est reparti. Et on a déjà un autre projet et voilà quoi. Donc là, vous êtes sur quel projet là? Alors là, en fait, j'en ai 2. Un sur lequel je travaille depuis 2 ans et qui est un peu compliqué à monter. Le truc, c'est de faire un DK Ironman, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, 38 natation, 1800 vélo, 423 à pied, à 6 reprises sur une année et sur les 5 continents. À 6 reprises? Ouais, c'est-à-dire un tous les 2 mois. Et à chaque fois sur les 5 continents, dont 2 en Europe, le premier et le dernier. Vous voulez encore battre un record du monde? Ouais. Ouais, et puis... Vous avez combien déjà de records du monde? J'ai 9 records du monde et 5 fois champion du monde. Mais Et l'autre projet? Et l'autre projet, c'est de battre le record du monde des 6 jours sur home trainer. Donc là, en fait, on met un vélo sur des rouleaux, on reste sur place, et 6 jours durant, 6 jours et 6 nuits, on pédale. Vous regardez la télé pendant ce temps? Ouais, je fais plein de choses. Ouais. Parce que Michel Drucker, il regarde la télé quand Ouais, je regarde, je me mets un film, enfin bon, voilà quoi. Et votre femme, ça lui fait plaisir tout ça? Alors, en fait, c'est compliqué, ouais. En fait, elle n'est pas contre le fait que je fasse beaucoup de sport, etc. Elle, son problème, c'est plus que finalement, ça rapporte rien, quoi. Et parce que... Vous voulez dire que les femmes sont vénales? Non, c'est pas du tout. Non, alors elle parle alors moins ça, c'est une drôle d'idée quand même. Comment vous pensez ça? Non, mais je sais pas. Elle parle moins du monde, alors là, c'est certain. Mais c'est vrai que, bon, dans d'autres disciplines, un gars qui aurait un quart de mon palmarès, il serait millionnaire, quoi. Et moi, je suis au RSA. Donc, à un moment, on se dit... ça attire pas beaucoup les sponsors. Disons que c'est une discipline qui est peu connue, et automatiquement, tous les sports qui sont peu connus, alors que moi, je me dis toujours, c'est une bonne image, l'image d'être sain, enfin voilà, de finalement à un certain âge d'être toujours performant, ça veut dire que pour un labo ça pourrait être intéressant. Moi je suis prêt à donner mon corps à la médecine pour... Est-ce que je pourrais vous voir debout? J'ai envie de vous voir debout parce que quand même vous devez être
Ouais, j'ai rien d'exceptionnel. Et là, j'ai une dizaine de kilos de trop, quoi. J'ai rien dit, moi. Ah bon, là, vous avez 10 Ah ouais, kilos j'ai de 10 trop. kilos de trop. Ouais. Ah ouais, donc c'est en plus un gros effort. Faites très attention à tout ce que vous mangez. En ce moment, non. C'est pour ça que j'ai 10 kilos de trop. Mais oui, disons que quand je prépare un objectif, après, je fais hyper attention. Et votre corps résiste. Il n'y a pas de bobo permanent. Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas eu la moindre blessure. Et alors, en fait, je vais vous dire depuis quand j'ai arrêté de travailler avec un médecin traditionnel et je travaille avec un naturopathe. J'ai pas pris le moindre aspirine depuis 10 ans et je bosse qu'avec du naturel, quoi. Sabine, qu'est-ce qui vous a aidé à réaliser que vous aviez un problème ? Alors, il y a eu deux choses. Il y a Jean-Marc, mon compagnon, qui, un jour, lors d'une discussion houleuse, m'a mis un peu les points sur les i sur le sujet. Et puis, dans mon métier de commercial, quand j'assistais à des entretiens avec des clients ou des prospects et qui décrochaient leur téléphone toutes leurs 30 secondes, j'avais envie de leur dire, mais déconnectez une demi-heure, vous n'êtes pas indispensable. Et là, quelque part, ça a fait l'effet miroir. Où je me suis dit, non, je ne veux pas ressembler à ça. Alors, on va accueillir Jean-Marc, votre compagnon. Qu'est-ce qui vous a fait réagir alors, Jean-Marc, concrètement ? Le fait de ne pas pouvoir se parler. En fait, tout simplement, vous posez une question, il n'y a pas de retour, parce que Sabine était au téléphone, ou alors vous étiez dans une discussion très sérieuse, ou même dans une discussion de tous les jours, et puis tout d'un coup, plus rien, plus de son, plus d'image. Enfin, du son pour elle, moi, c'est juste une image, en fait. Donc à partir de là, c'est vrai que vous vous posez toujours la même question, en fait, on est bien connecté ou pas ? Non. Elle était surtout connectée avec son téléphone. Donc la discussion houleuse, et vous avez... houleuse, on n'est pas non plus des personnes qui ont, je dirais, monté sur la table. Voilà. À un moment donné, je lui ai dit, bon, ça commence à suffire, il faut trouver une solution. Et donc là, vous êtes sympa, parce que vous avez décidé de vous aussi participer au stage. On fumait avant, on ne fume plus. Donc on a décidé à deux. Je me suis dit à un moment donné que quelque part, si on veut aller au bout des éléments et des situations, autant faire de pratiquer à deux, quoi. Après tout, moi j'estimais que je n'avais aucun risque. Donc à partir de là, pourquoi ne pas y aller, hein ? C'est un peu... Alors ça consistait en quoi, ce stage ? Alors ce stage, c'était tout d'abord, je pense, nous retrouver. Et puis ensuite d'aller dans un endroit sympa, voilà, sur lequel on a cherché, on l'a découvert. Voilà, on est parti dans le Médoc. Là, déjà, c'est pas mal. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, et puis voilà. Aller faire une cure de désintoxication dans le Médoc. Comment ? Ouais. Alors, cette cure nouvelle génération, l'un de nos jeunes journalistes l'a testée pour nous. Ça se passe donc dans le Médoc. Regardez. À Verteuil, en Gironde. Florian, notre journaliste, va se prêter à une expérience un peu particulière, une digital détox. Bonjour. Bonjour. Florian. Bienvenue Sylvie, enchantée. Bonjour, je m'appelle Pierre, enchanté. Florian. Bienvenue. Merci. Vous avez fait Oui. bon voyage ? Très très bon voyage, je vous ai trouvé grâce à mon téléphone. Hein, Oui. donc, C'est utile parfois. Mais avant de se délester de ses appareils connectés, Florian va devoir passer un test pour mesurer son degré d'addiction numérique. Où est votre portable quand vous sortez ? Toujours très facilement accessible. En fait, j'en suis qu'à 3 questions et déjà je me dis que mon cas est assez grave. Votre cas n'est pas complètement désespéré. Vous avez un niveau de liberté vis-à-vis des appareils qui est faible. Vous avez combien d'appareils connectés ? Puisque je vois un portable, je vois que vous enlevez votre montre. J'enlève un. C'est une montre connectée. C'est une montre connectée, effectivement. J'ai 3 appareils connectés, plus un autre écran pour écouter de la musique. Je vous donne tout ? Eh ben oui. Il va maintenant se prêter au jeu de l'analyse de son comportement addictif avec Pierre. Voilà, je vous en prie, installez-vous. Merci. Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un moment ou une situation dans laquelle vous avez ressenti une sorte de malaise parce que vous n'aviez pas l'un de vos appareils sous la main ? J'ai dû changer de téléphone. Du coup, j'ai eu une période où je n'avais pas de téléphone. Ah, d'accord. Donc on peut prendre ça comme exemple. C'est-à-dire une période qui a été, je suppose, très courte. Oui, une grosse semaine. Donc l'émotion, elle est au cœur de nos vies en permanence. Et
Cet attachement, il provient du fait que vous vous êtes habitué petit à petit à ce que l'usage du téléphone ou de l'ordinateur, ou en tout cas des appareils connectés, soit la solution à un malaise, à un mal-être que vous ressentez. Sans téléphone ni Internet, Florian doit apprendre à s'occuper autrement. Après un peu de lecture, il rejoint Sylvie en cuisine. Et moi, je continue de... Oui, il faut continuer un petit peu de tourner. Il faut se concentrer sur ce qu'on fait et ne plus penser à son portable et à ce qu'on est susceptible de rater. Vous me dites partager la cuisine, moi j'aurais tendance à chercher mon téléphone pour prendre une photo, la mettre sur les réseaux sociaux. Ben voilà, et faire voilà, un petit, regardez. ben voilà, je suis en train de faire la cuisine et tout, mais ça peut se faire après. Je peux pas la voir pour prendre ma petite photo? Ben non. On va passer peut-être à un petit peu de bien-être. D'accord, parfait. Une autre façon de lâcher prise et de se déconnecter. Ok. C'est bon? On y va là? Après ce moment bien-être, c'est déjà l'heure du bilan. Alors, Florian, à l'approche de la fin de l'expérience, quel est votre vécu? Bah, c'était plutôt agréable en fait. Je me rends compte. Ça fait du bien? Ça fait du bien. J'ai eu des moments où j'ai eu vraiment envie d'avoir le portable avec moi quand je faisais la cuisine par exemple. Oui. Mais pour prendre des photos. Mais finalement, petit à petit, on se rend compte qu'on peut s'en passer. Oui, c'est un peu ça la notion de liberté qu'on évoquait au début. C'est-à-dire, voilà, on redonne un petit peu d'espace pour avoir du choix. C'est ça. Et du coup, vous allez quand même me rendre mes avis. Oui, je crois qu'on va vous les rendre. Oui. Je crois qu'on va vous les rendre. Je suis sûr que j'ai des messages, donc on va aller voir. Plutôt sympa ce stage. En plus, on mange bien, j'imagine. Oui. Hein? Oui, c'est un endroit magique et on est très accompagnés par Sylvie et Pierre Massot qui sont vraiment présents et les entretiens avec Pierre, ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il vous faudrait un peu de temps avec moi pour comprendre. Ben voilà, j'ai eu des entretiens avec Pierre qui m'a aidé à comprendre d'où venait cette dépendance. Et est-ce que vous avez compris la cause de cette addiction? Oui. On a le droit de le savoir ou pas? Oui, enfin la cause, une des raisons, enfin ce lien justement, c'est à travers les différents échanges que j'ai eus avec Pierre. En fait, depuis que je suis gamine, j'ai toujours vécu grâce à mes parents dans un cocon familial absolument génial et mes parents avaient une vie sociale ultra développée. Donc moi j'ai un souvenir étant gamine d'être partie en vacances avec tout le groupe d'amis de mes parents, de faire des pique-niques en forêt avec tous leurs amis. Donc j'ai toujours eu ce lien social qui d'ailleurs est toujours très important pour moi aujourd'hui. J'ai besoin de voir mes amis, j'ai besoin d'être en contact avec mes enfants, même s'ils ne vivent plus à la maison. J'ai besoin d'être en contact régulier avec eux. Je suis vraiment très famille, très amie. Et voilà, donc cette perte de lien est quelque chose qui est vraiment sympathique. Ça cache pas d'angoisse particulière? Non. Non, je trouve ça plutôt sympa. Après, il ne faut pas non plus que ça devienne envahissant pour l'entourage. Philippe, vous, à 19 ans, vous avez rencontré Jocelyne, qui est devenue votre épouse. À l'époque, vous étiez encore l'esclave de vos pulsions. Vous lui en avez parlé tout de suite? On n'en a pas parlé tout de suite, non. Non, il y a des choses qu'elle voyait, qu'est-ce qu'elle voyait? Voilà, qu'elle imaginait parce que notamment au niveau du comportement routier. Mais on n'en a pas parlé tout de suite. Voilà, elle a découvert peu à peu. Mais il faut dire que j'ai été très respectueux par rapport à elle parce qu'il y avait cette pureté chez elle que je recherchais. Bon, donc ça veut dire que le comportement routier, elle l'a remarqué, mais dans l'intimité sexuelle, elle s'est rendue compte de rien. Elle s'est rendue compte de rien parce que y avait des choses qui se passaient dans ma tête que je ne lui disais pas, donc elle ne pouvait pas les deviner. J'étais respectueux avec elle. Elle avait 15 ans à cette époque-là. Donc je tiens à le préciser pour belle maman qui regardera l'émission. Je l'ai respectée le temps qu'il fallait. Voilà. C'est-à-dire, en fait, il ne se passait rien à ce moment-là avec elle. Voilà. Vous lui avez caché votre part d'ombre pendant combien de temps? Il y a des choses qu'elle a comprises seulement quand j'ai décidé de changer de vie. J'ai pu lui expliquer. Elle avait quel âge à ce moment-là?
C'était 6 ans plus tard, après 6 ans de fréquentation. Qu'est-ce que vous lui avez expliqué? Je lui ai dit que, voilà, que je venais de faire une rencontre de la foi, une découverte de la foi, puis j'ai dit que j'allais faire le ménage dans ma vie. Et ça a commencé par des choses physiques, puisque j'ai éliminé le matériel que j'avais à l'époque, revues et autres. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu une prise de conscience, un ménage intérieur que j'ai fait, qui a amené à un changement de vie. Alors, vous avez décidé de vous marier avec Jocelyne, qui est avec nous dans le public. Bonjour madame. Alors, ce qui est étonnant, alors, ça a dû être un choc pour vous de découvrir ces addictions. Vous en étiez rendu compte? Écoutez, pour moi, c'était pas vraiment un choc, non, parce que j'avais pas tellement conscience de tout ce qui se passait dans sa tête. Il me laissait pas vraiment transparaître tout cela, mais voilà, pour moi, c'était quelque chose de bien qui change de vie, parce que il y a plein de choses que je n'aimais pas chez lui. Et par exemple, qu'est-ce que vous n'aimiez pas chez lui? Un côté macho, un côté quand même dominateur, un côté qui voulait changer ma personne, qui voulait... Voilà, il y avait plein de choses quand même qui ne me convenaient pas, et puis donc j'étais... Et alors là, vous avez été illuminés par la foi ensemble, alors si je comprends bien. Vous êtes tous les deux dans cette démarche-là? Oui, absolument. Oui. Mais c'est vrai que la spiritualité, enfin tout ce côté spirituel, ça c'est une petite partie du traitement chez certaines personnes. La majorité des gens qu'on traite, c'est quand même, on utilise des techniques de psychothérapie qu'on associe à certains médicaments, à des entretiens psychologiques, à des entretiens physiques, etc. Donc, mais c'est vrai, on utilise la spiritualité aussi, on utilise des groupes d'autosupport comme les sexes addicts anonymes, etc., etc. Donc il y a vraiment tout ça s'inscrit dans un truc global. Est-ce quand on a été addict et quand on s'en est sorti de cette addiction, est-ce qu'on est à risque toute sa vie? Est-ce qu'on risque de basculer dans une autre addiction Un addict, un ancien addict reste addict toute sa vie, mais le cerveau se met au repos, on va dire, puisqu'il quitte ses addictions, le cerveau se met au repos. Mais quelqu'un qui a eu une maladie, il est à risque de la refaire ou de développer d'autres types de maladies parce qu'il est un peu vulnérable. Et c'est vrai qu'il ne faut pas se mettre en danger, quoi. Philippe opine. Ça veut dire que vous êtes vigilant? Absolument. J'ai été bègue pendant 46 ans. Aujourd'hui, je suis bègue abstinent. C'est une belle guérison, ça. C'est pas... non, mais sûr. Oui, absolument. Je sais de quoi je dois me nourrir. Tant que je reste attaché à ce qui est le moteur de ma vie, tant que je reste vraiment attaché à cela, j'ai aucun risque. Je sais que si je m'en détache, alors voilà, je cours de gros risques. Merci à tous. Oui. Juste une chose, Sophie, pour ceux qui aimeraient connaître tous les détails de cette histoire, de ma propre histoire, j'ai écrit mon autobiographie. Et voilà, c'est un livre qui a déjà fait du bien à plein de personnes parce que j'explique justement ce processus. C'est l'histoire d'un petit Suisse bègue qui est devenu chanteur. Merci beaucoup, merci pour votre fidélité, merci à Laurent. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminin chaque fin de semaine. Merci. Tout de suite, dans l'histoire continue, nous retrouverons Florence. Cette mère de famille était venue nous parler de son obsession pour son poids. C'est un rituel. Tous les matins, je me pèse. Elle revient sur notre plateau pour nous dévoiler un nouveau pan de son histoire avec sa fille. Je peux aller jusqu'à me sacrifier en tant que femme, si je peux dire, pour être disponible pour elle. Nous vous donnerons aussi des nouvelles de Sophie. Souvenez-vous, son bébé avait été échangé à la maternité il y a 21 ans. C'est quelque chose qui ne devrait pas exister, qui ne devrait pas arriver, ça bouleverse trop de vie.
Bientôt, au sommaire de toute une histoire, vous allez découvrir les combats de 3 femmes pour devenir mère à tout prix. Je suis retombée enceinte malgré la contraception. Avec mon épilepsie, c'était juste inimaginable de mener cette grossesse à terme. J'ai une maladie génétique que j'ai depuis la naissance. Vous voulez devenir mère à tout prix? J'ai arrêté la pilule il y a 1 an et demi à peu près. Des risques, des montagnes à soulever pour y arriver. C'est un choix, après le choix aussi d'avoir un risque de mourir durant la grossesse. Et ça, ce choix, il a été fait. Le fait d'avoir un bébé dans le ventre, ça va prendre de la place, donc écraser un peu les poumons. Le plus gros problème, ce sera la respiration. C'est un choix personnel. La seule personne qui pouvait me dire quelque chose et qui peut encore me dire quelque chose, c'est ma fille aujourd'hui. Des choix de vie difficiles mais assumés et qui forcent l'admiration. Vous êtes habitée comme n'importe quelle femme par ce désir de porter à terme un enfant, de porter une maternité. Quelle énergie vitale et quel combat. Être mère avec un handicap, c'est pas simple du tout. Il y a le regard des gens, il y a le regard du corps médical. Vous êtes devenue vous-même sage-femme. J'ai suivi pas mal de grossesses, 300. C'est un élan vital, c'est l'envie de vivre. On nous a tellement traités comme des handicapés que... Non mais c'est vrai, avant d'être handicapée, je suis une femme.